Frangin, frangine, bonjour et une fois de plus, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu te connectes pour la première fois, n'oublie pas les 3 actions à mener, à savoir d'abord t'abonner. C'est le plus important parce qu'en étant abonné, tu permets à l'algorithme YouTube de pouvoir mettre des vidéos en premier. Ensuite, il faut partager la vidéo et enfin, il faut liker la vidéo. Alors, aujourd'hui, nous parlons des conditions pour être garant d'un étudiant qui souhaite étudier en Belgique. Donc, quelqu'un qui est en Afrique, quelqu'un qui est dans un autre pays, quelqu'un qui est en dehors de la Belgique et qui veut venir étudier et qui a besoin d'un visa, alors il a également besoin d'un garant. Alors, c'est quoi les conditions? C'est quoi le garant? Donc, dans cette vidéo, nous allons l'ébaucher en 4 points. Donc, le premier point, c'est qu'est-ce que la prise en charge? Donc, c'est quoi la prise en charge? C'est quoi? Ça donne quoi comme engagement? Deuxième point, qui peut être garant? Troisième point, comment est-ce qu'on calcule les revenus? Et enfin, quatrième point, quelles sont les pièces à fournir? Donc, quelle est la procédure? Donc, voilà en quelque sorte ce dont on va parler aujourd'hui. Sans plus tarder, nous passons au premier point. C'est quoi la prise en charge? La prise en charge, en quelque sorte, c'est un document qui autorise une personne à prendre une autre personne en charge. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire, la prise en charge, c'est le document qu'on te remet et dans lequel tu t'engages à prendre un étudiant qui vient séjourner, qui vient étudier en Belgique. Tu t'engages à le prendre en charge durant au moins la période que tu auras limitée, que tu auras délimitée sur le document en question. Ce document s'appelle l'annexe 32. Alors, qu'est-ce que tu prends quand tu dis tu prends quelqu'un en charge? Tu t'engages vis-à-vis de la personne à quel niveau? Donc, l'engagement de prise en charge couvre principalement les soins de santé, l'hébergement, la scolarité et enfin les frais de rapatriement. C'est bien écrit sur le site du gouvernement belge. Donc, si tu prends quelqu'un en charge, ça veut dire que si la personne est malade et n'a pas d'assurance, peut-être, s'il y a un problème, c'est à toi qu'on s'adresse. Deuxième chose, l'hébergement. Si la personne n'a pas de loyer, n'a pas de logement, c'est autre chose. Ça veut dire que la personne n'a pas trouvé. Mais si on trouve que si la personne se lève un jour et va se plaindre au service social, je n'ai pas de logement, je ne sais pas où vivre, je n'ai pas d'argent pour payer le loyer, on appelle le garant. Troisième chose, les frais de scolarité. Si la personne n'a pas payé son école et bien évidemment, et va se plaindre en disant « je n'ai pas payé parce que je n'avais pas d'argent », on appelle le garant. Et enfin, si la personne décède ou bien si la personne commet une gaffe quelque part, peut-être trafic de drogue et n'importe quoi, et on doit rapatrier la personne, c'est également à ta charge. Donc, avant de signer un engagement de prise en charge, c'est toujours bien de savoir ce dont on s'engage. Voilà. Alors, maintenant, quelles sont les conditions pour être garant? Déjà, il est bien précisé qu'il faudrait avoir au minimum 18 ans. Minimum 18 ans, mais ils ont mis à côté ou être émancipé. Donc, quelqu'un peut avoir 16 ans et avoir déjà, être un peu émancipé. Mais c'est 18 ans. Il faudrait avoir au moins 18 ans pour pouvoir être garant, prendre quelqu'un en charge. Deuxième condition, il faut être belge. Ça veut dire que tu dois avoir la nationalité belge. Mais si tu n'as pas la nationalité belge, alors tout au moins, tu dois être une personne d'un pays membre de l'État belge. Donc, si tu es dans un pays membre de l'État belge ou alors tu as un titre de séjour qui te permet de vivre en Belgique pendant au moins 3 mois ou plus, alors là, tu peux aussi être garant. Mais tu peux aussi être garant si tu viens d'un autre État, mais que tu as une carte de séjour te permettant de vivre en Belgique pendant une durée un peu plus longue. Donc, ça veut dire que tu peux avoir une carte de 5 ans, tu peux avoir une carte de 12, même une carte d'1 mois, parce qu'ils ont précisé que, d'1 an, je vais dire, dans de 12 mois, ils ont précisé que ton titre de séjour doit être au minimum égal à la date à laquelle, ça veut dire que si tu prends l'étudiant en charge pour 1 an, il faudrait que ton titre de séjour lui-même déborde au moins l'année en question. Voilà, donc voilà en quelque sorte les conditions et vous pouvez aussi être garant. Si vous êtes un membre de la famille de l'étudiant, ça veut dire que vous pouvez être son père, sa mère, son grand-père, son cousin, donc un membre de la famille de l'étudiant jusqu'à la 3e génération. Donc, vous pouvez être un garant peut-être d'un enfant si vous êtes son père, comme je l'ai dit, si vous êtes son grand-père, si vous êtes son cousin ou son oncle. Donc, voilà les conditions pour être garant. Maintenant, comment est-ce qu'on calcule
C'est ça le plus important. Les gens m'ont dit quelles sont les conditions pour être garant. Mais ce n'est pas ce que je viens de dire qui les intéresse. C'est concrètement, il faut avoir quoi comme salaire. Alors, en termes de salaire, vous devez savoir que l'année dernière, par exemple, ça a été indexé au moins 4 fois. Ça veut dire que, on dit par exemple, je dis n'importe quoi, qu'il faut avoir, le garant doit avoir 2000 €. 2 mois après, on dit il doit avoir 2200 €. 3 mois après, on dit il doit avoir 2500 €. Donc, ça veut dire qu'au moment où vous suivez cette vidéo, vous devez juste savoir si elle est toujours à jour. Mais pour le moment, à l'heure où je vous parle, depuis le 1er janvier 2023, le garant doit disposer désormais au minimum dans son salaire net. Parce qu'ici en Europe, il y a le salaire brut et le salaire net. Je suppose que c'est la même chose partout. Donc son salaire net doit être minimum 1969 €. 1969 €. Voilà ce que le garant doit avoir. Donc disons 1970 €. Donc, et vous vous rendez donc compte que ça, c'est ce qu'il doit avoir au minimum, sans avoir pris quelqu'un en charge. Et il faudra ajouter à ce montant la somme que la somme dont l'étudiant aura besoin pour pouvoir vivre en Belgique. Or, pour l'année académique 2022-2023, le gouvernement belge a jugé que pour que quelqu'un puisse vivre paisiblement en Belgique, il doit disposer d'un minimum pour un étudiant de 730 €. Donc, ça veut dire que vous devez donc associer les 730 € à votre salaire minimum. Donc, ça veut dire qu'on a 1969 € plus 730 €. Vous vous rendez donc compte qu'on est à 1680, presque 99. Donc, ça veut dire qu'on est à 2700 €. Voilà ce qu'il faut avoir pour pouvoir être garant d'un étudiant qui vient étudier, étudier en Belgique. Donc, si vous allez vers votre oncle, vers votre tante, vers votre frère, vous regardez un membre de votre famille, quel que soit le lieu où il se trouve, je vais revenir là-dessus, vous lui dites, vraiment, pour que tu sois mon garant, il faudrait que tu disposes de minimum 2700 € comme salaire net chaque mois. J'insiste bien là-dessus. Or, à ces frais sont encore associés d'autres frais. Ça veut dire quoi? Si ça c'est les frais, si il est seul, ça veut dire que s'il n'a pas de charge. Mais s'il a déjà un enfant, vous devez compter 150 € par enfant. 150 € par enfant, par membre de la famille, même son épouse. Mais si son épouse ou son époux travaille, alors on ne compte pas, la personne n'est pas à sa charge. Mais si la personne ne travaille pas, la personne est à sa charge. Mais si la personne travaille, les revenus de la personne ne comptent pas. Ça veut dire que si lui, il a par exemple 2500 € et que son épouse a peut-être 5000 €, non, les revenus de son épouse ne comptent pas pour pouvoir mettre les 2500 qu'il a à 2700, comme on veut 2700. Non, ça ne compte pas. Donc, pour revenir à ce que je disais, il faut avoir 2700 € pour prendre en charge un étudiant si vous n'avez pas de charge. Si vous avez un enfant, c'est 150 € de plus. Donc, on est déjà à 2850. Si vous avez 2 enfants, ça fait 3000 €. Voilà ce que le garant doit avoir. Donc, un garant qui veut prendre en charge 2 étudiants, par exemple, il doit faire les 1960 € plus 730 fois 2, puisque c'est 730 pour un étudiant. Et comme il veut prendre en charge 2 étudiants, il doit avoir les 730 donc fois 2. Ça fait qu'il doit disposer d'un total d'environ 3360 € si vous faites le calcul. Donc on est presque à 3400 €. Voilà ce qu'un garant doit disposer pour pouvoir prendre en charge 2 étudiants si lui, il n'a pas de charge. Maintenant, s'il a un enfant, comme je l'ai dit, 150, 2 enfants, ainsi de suite. Donc voilà comment est-ce qu'on calcule. Vous n'avez donc plus besoin de me poser la question de savoir, car il faut qu'il ait quel salaire. Donc voilà le salaire qu'il faut pour le garant. On ne demande pas que son compte bancaire ait 50 milliards en Europe et tout. Non, juste prouver qu'il a ce salaire-là. Maintenant, si la personne est indépendante, elle doit également avoir un document qui prouve, qui prouve ses revenus mensuels ou annuels. Donc par rapport au même salaire dont je viens de parler. Alors, ce que vous devez aussi savoir, c'est que si votre garant réside, donc toujours pour revenir à la question précédente, qui peut être garant? Si votre garant réside dans l'Union européenne, donc que ce soit en Belgique, que ce soit en France, que ce soit en Suisse, que ce soit en Italie, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Finlande, au Danemark, si votre garant réside dans l'un de ces pays dans l'Union européenne, ça peut être n'importe qui. Ça veut dire que il n'a même pas, tu peux même ne pas le connaître.
ça peut être vraiment un ami, ça peut être quelqu'un que tu n'as jamais vu, on s'en fout. Le lien de parenté n'existe pas à ce niveau-là, tant qu'il est dans l'Union européenne. Mais si votre garant réside en dehors de l'Union européenne, ça veut dire votre garant est en Angleterre, votre garant est au Canada, votre garant est aux États-Unis, votre garant est au Bénin, au Cameroun, au Nigeria, il doit absolument être de votre famille jusqu'à la 3e génération. Donc voilà les conditions. Si vous avez un garant au Canada, rassurez-vous que ce soit votre père, soit votre mère, soit votre grand-père, soit votre oncle, soit votre cousin ou votre cousine. C'est obligatoire. Et vous devez donc justifier le lien de parenté à travers les actes de naissance ou alors tout autre document officiel qui permet de justifier votre lien de parenté. Voilà exactement ce qu'on nous demande. Alors, passons maintenant à la prochaine étape. Maintenant, quels sont les documents qu'il faudra fournir? Alors, par rapport aux documents à fournir, le garant va tout simplement se rendre. Donc, en fait, il se rend sur le site de l'ambassade de Belgique dans le pays dans lequel il se trouve. Je prends un exemple, peut-être pour la France, parce que la procédure n'est pas la même d'un pays à un autre, n'est pas toujours la même. En France, par exemple, vous avez l'ambassade qui se trouve à Paris et vous avez le consulat de Belgique à Marseille. Donc, vous allez sur le site, vous avez l'adresse sur laquelle il faut envoyer tous les documents dont je vais parler actuellement. Vous envoyez les documents complets en un seul PDF. Un seul PDF, vous joignez tous les documents, vous le mettez dans un seul PDF, vous fusionnez et vous envoyez à une adresse. Je vais vous donner l'adresse. Et quand vous envoyez à l'adresse en question, vous devez mettre le nom, le nom du garant, le nom de l'étudiant, nom et prénom de l'étudiant. Vous mettez PEC, donc prise en charge, ainsi de suite. Donc, il y a des informations qu'il faut mettre en objet du document que vous allez envoyer. Ils vont donc traiter votre dossier. Une fois qu'ils traitent votre dossier, s'ils se rendent compte que le garant est bel et bien solvable, alors ils reviennent vers vous pour vous donner rendez-vous, pour vous demander de prendre rendez-vous afin de venir donc signer la prise en charge. Donc au départ, vous envoyez juste les documents, vous n'avez pas besoin d'être physiquement présent. Et une fois que le dossier a été traité, il vous envoie un mail pour vous dire « Nous avons traité votre dossier, c'est favorable, vous pouvez prendre rendez-vous. » Vous prenez maintenant rendez-vous et vous allez le jour J signer donc la prise en charge et on va vous remettre donc la prise en charge en question que vous allez envoyer à l'étudiant. Et c'est avec ça que l'étudiant va déposer sa demande de visa. Donc, concrètement, vous avez besoin de vos 3 derniers bulletins de salaire. Il faudrait vraiment que dans vos 3 derniers bulletins de salaire, que vous ayez le salaire requis. Je viens de le dire tout à l'heure. Donc, si vous avez un enfant, si vous avez 2 enfants, si vous n'avez pas de charge, votre dernier bulletin de salaire doit avoir au minimum 2700 €. Donc, tous les 3 derniers. Il n'y a pas que ce mois-ci, j'ai eu 2400, mais le mois prochain, j'ai eu 3000. Non. Le minimum parmi les 3 derniers là. Et les derniers en question, c'est le mois en cours. Ça veut dire que si vous allez déposer en février, vous devez déposer avec la fiche de janvier, si elle est déjà disponible, bien évidemment. Sinon, vous devez justifier qu'elle n'est pas encore disponible. Alors, dans les 3 dernières fiches de paye, d'abord, votre carte d'identité. Ou alors, si vous n'avez pas votre carte d'identité, ça veut dire que vous n'êtes peut-être pas français, belge ou je ne sais pas quoi. Alors, vous avez votre carte de séjour. Mais rassurez-vous des conditions de chaque ambassade. Parce qu'au Luxembourg, par exemple, jusqu'à l'année dernière encore, vous pouvez avoir une carte de séjour de 5 ans. Désormais, vous devez avoir la résidence permanente, donc une carte de séjour illimitée. Ça fait que ça exclut beaucoup de garants. Donc vraiment, les conditions s'actualisent chaque année. Vérifiez bien les conditions avant de postuler. Ah bon, pas postuler, avant de déposer, de soumettre votre désir d'être le garant de l'une ou l'autre personne. Donc, carte d'identité, 3 derniers bulletins de salaire. Si vous êtes encore en France, vous devez déposer votre avis d'imposition sur le revenu. L'avis d'imposition, c'est ce qui reprend exactement, voilà, j'ai payé mes impôts, je ne dois rien, votre avis d'imposition est à 0. Et sur l'avis d'imposition aussi, on voit combien d'enfants vous avez, qui est-ce que vous avez en charge. Donc tout ça est repris dessus, si vous êtes en France. Mais si vous êtes ailleurs, il y a d'autres documents qui sont demandés. Par exemple, l'extrait de rôle, si vous êtes en Belgique, par exemple. Donc, en fonction de votre pays, on sait quel document vous demandez. C'est pour ça que vous devez vous rendre sur la plateforme de l'ambassade de Belgique dans le pays dans lequel vous vous trouvez. Alors, donc, carte d'identité, 3 dernières fiches de paye, l'avis d'imposition. Vous devez également déposer votre contrat de travail et il doit absolument être un CDI. Le CDI est obligatoire. Donc, contrat de travail, dans votre CDI que vous devez aussi montrer. Et vous devez maintenant déposer l'annexe 32 même. Ça veut dire la prise en charge proprement dite.
c'est un document, vous pouvez le télécharger. Vous pouvez me demander, je peux vous l'envoyer. Je peux même le mettre en description de la vidéo. Donc, vous téléchargez la NES 32 que vous remplissez, mais que vous ne signez pas encore. C'est le jour, c'est si on vous convoque que vous allez donc signer ce jour-là. Donc, vous remplissez tout cela et puis vous prévoyez 20 € parce que généralement, c'est 20 € qu'on demande à payer le jour J par carte bancaire. Voilà. Et une fois que vous les avez, si vous êtes par exemple au Luxembourg, comme je le disais, vous allez sur place déposer. Si vous prenez rendez-vous, vous allez déposer. Si vous êtes en France, vous envoyez par mail, vous attendez la réponse avant d'aller déposer, avant d'aller signer, donc en fonction du pays dans lequel vous vous trouvez. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que je vous déconseille, je dis bien déconseille, je vais vous expliquer pourquoi. Je vous déconseille d'avoir un garant en Belgique. C'est bizarre, c'est paradoxal. Parce que les gens se disent, mais si c'est pour venir étudier en Belgique, ça veut dire que le garant doit être en Belgique. Mais non les gars, je vais vous dire pourquoi. Cette année, à l'heure où je vous parle, il y a beaucoup d'étudiants qui ont eu des problèmes. C'est-à-dire, on leur a demandé de quitter le territoire, on leur a donné l'OQT. Donc, on te donne directement l'ordre de quitter le territoire. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un gros problème de fausse prise en charge. Il y a eu un problème de trafic de fiches de paye, de trafic de garants. C'est-à-dire, ça a vraiment explosé. Beaucoup d'étudiants actuellement se trouvent encore, à l'heure où je vous parle, dans cette situation. Donc, sachez que, je viens de vous le dire, pour demander une prise en charge, vous devez vous rendre à l'ambassade de Belgique dans le pays dans lequel vous vous trouvez. Or, il ne saurait avoir l'ambassade de Belgique en Belgique. C'est la raison pour laquelle, si vous voulez demander une prise en charge pour un étudiant qui va venir étudier ici, alors, si vous vous rendez dans un pays en dehors de la Belgique, peut-être en France, comme je l'ai dit, en Italie, en Allemagne, à l'issue du traitement de la demande, on va appeler le garant pour venir signer. Et on va écrire sur la prise en charge solvabilité suffisante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le dossier a déjà été traité et on dit au garant qu'il est bel et bien solvable. Donc, il y a l'application solvabilité suffisante. Et autre chose, c'est que on peut vérifier. Donc, si vous trouvez un garant qui vous dit, bon, voilà, j'ai signé votre prise en charge, voilà le document. Première chose, il y a le code sur le document. Il y a un QR code. Vous scannez le QR code, ça vous envoie directement sur la plateforme officielle belge qui vous renseigne sur les prises en charge, sur la légalisation des documents. Et sur cette plateforme, vous pouvez voir que votre document est authentique. Donc ça, c'est ça, l'authenticité du document. Il y a déjà solvabilité suffisante. Ça veut aussi dire quoi? Ça veut aussi dire qu'on ne peut pas vous refuser le visa pour le motif de la prise en charge. Donc on peut vous refuser le visa pour tout autre motif. Mais on ne vous refusera jamais le visa en vous disant que votre garant n'est pas solvable. Pourquoi? Parce que c'est écrit solvabilité suffisante. Il y a déjà un cachet. Tandis qu'en Belgique, comme il n'y a pas l'ambassade de Belgique en Belgique, alors vous ne pouvez pas avoir un document avec la solvabilité suffisante. Qu'est-ce qui va donc se passer? Ce qui va se passer, c'est que votre garant va simplement se rendre à la commune. Donc, nous, on parle de mairie. Donc, il va se rendre à la commune, dans la commune dans laquelle il se trouve, dans sa circonscription communale. Il va se rendre là-bas et il va leur dire que je vais signer une prise en charge. Les membres de la commune vont lui dire, OK, apporte la NES 32. Donc, il vient avec la NES 32 qu'il a remplie et ils vont simplement signer. Ils ne vérifient absolument rien. Du moins, certains peuvent le faire, mais très souvent, on ne vérifie pas. J'ai été avec plusieurs garants. On nous a servi en moins de 5 minutes. Donc, on signe, on te remet le document. Maintenant, le garant fait quoi? Il envoie les documents à l'étudiant. Cette fois-ci, pour celui qui a signé la prise en charge, par exemple, en Belgique, en France, et qui a obtenu simplement déjà l'annexe 32 avec solvabilité suffisante, c'est juste cette annexe qu'il envoie à l'étudiant pour demander le visa. Uniquement ça qu'il envoie à l'étudiant. Par contre, celui qui a signé en Belgique, puisqu'on n'a pas encore étudié son dossier sera donc étudié à l'ambassade de Belgique dans le pays dans lequel l'étudiant demande le visa. Je prends toujours l'exemple du Cameroun. Donc, lui, il va donc envoyer à l'étudiant les contrats de travail, le contrat de travail, ses fiches de paye, sa carte d'identité, son avis extrait de rôle, sa composition de ménage. Donc, pour montrer aussi que la composition de ménage, c'est le document qui permet de savoir avec qui tu vis. Si tu es marié, si tu vis avec une femme et des enfants ou si tu vis seul. Donc, sa composition de ménage, il va envoyer tout ça à l'étudiant. Donc, quand l'étudiant va déposer sa demande de visa, il va aussi déposer le dossier du garant. Ce que quelqu'un aurait déjà fait s'il était dans un autre pays en dehors de la Belgique. Est-ce que vous comprenez très bien? Donc, si quelqu'un était en France, il envoie d'abord ça par mail, on traite le dossier.
et on lui envoie la réponse que votre demande est acceptée. Tandis que lui, quand il dépose sa demande de visa, il dépose aussi l'étude de dossier de son garant. Ça veut dire que c'est en ce moment qu'on peut traiter son dossier et se rendre compte que le garant n'est pas solvable. Et lui envoyer dans un message ou bien un refus de visa en lui disant que votre garant n'est pas, vous n'avez pas obtenu le visa parce que la solvabilité de votre garant est insuffisante. Ce que tu ne peux pas avoir si ton garant est dans un autre pays parce qu'on te le dit avant. Donc voilà la raison pour laquelle quand on demande le visa avec un garant en Belgique, on court un énorme risque. Mais quand tu es sûr de ton garant, tu ne te casses pas la tête. Moi quand je suis venu, j'avais un garant en Belgique. Mon garant était en Belgique. Donc, mais j'ai vu son salaire, il avait un bon salaire, j'avais vu, il avait plus de 2700 €, il avait environ 3500 €. Donc je ne doutais de rien, je savais que ça va. Mais maintenant, il peut être passé dans une commune, on lui donne le document, il va dans une autre, on lui donne le document, dans plein de communes, on lui donne le document et il vous envoie ça à 10 personnes. Vous allez déposer la demande de visa, on accorde le visa à la première personne. À partir de la deuxième personne, on lui dit que non, la solvabilité du garant est insuffisante. C'est ce qui est arrivé alors à plusieurs personnes. Donc, les garants ont signé pour plusieurs personnes à la fois. Ou alors, d'autres même ont simplement donné les documents à une personne. On te donne le document à toi et certains, excusez-moi de vous le dire, certains ont pris les documents en question. Comme ils avaient les trois dernières fiches de paye, ils ont commencé à vendre ça aux autres personnes. Est-ce que vous trouvez ça? Donc, c'est pour vous dire simplement jusqu'où on peut aller. Ça fait que les gens sont allés déposer les documents, les dossiers. On se rend compte que on a déjà reçu les documents de ce garant ici une fois. Vous encore même chose, vous encore même chose. Donc, le même garant à 4 personnes. Et pourtant, le garant en question a 3000 €. Donc, on ne peut pas prendre en charge 4 personnes. On leur a donné l'ordre de quitter le territoire. Surtout que certaines fiches de paie étaient falsifiées. Certaines compositions de ménage, on dit, mais après vérification, cette personne ne vit même pas à cette adresse. Donc, faites attention. Alors que vous ne pouvez pas avoir ce problème si le garant n'est pas en Belgique. Parce qu'ailleurs, l'ambassade vérifie tout ça avant. Donc, c'était simplement une parenthèse pour vous montrer quel est le risque que vous courez quand vous prenez un garant en Belgique et quel est le risque et quel est l'avantage que vous avez quand vous prenez un garant en dehors de la Belgique. Par contre, si vous avez besoin de garants en Belgique, vous en avez trouvé, il n'y a pas de problème. Mais je dis encore que faites juste attention, vérifiez la solvabilité. Rassurez-vous que votre garant est honnête. Ça veut dire qu'il n'a pas donné les mêmes documents à plusieurs personnes. Rassurez-vous que c'est quelqu'un de sérieux et que son travail est réellement déclaré et que ce qu'il vous a donné est authentique. Si vous avez tout ça, ne vous inquiétez pas, vous déposez votre demande, vous dormez tranquille. Moi, je dormais tranquille parce que je connaissais mon garant. Donc, voilà en quelque sorte ce que je pouvais vous dire par rapport au garant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez me les poser en description. Si vous êtes coincé, donc ici, je suis en train de voir dans quelle mesure, parce que j'ai plein d'étudiants qui veulent venir, mais qui sont coincés parce qu'ils se disent, je n'ai personne dans ma famille qui peut m'aider, je ne connais aucun ami, je ne connais personne qui peut me signer la prise en charge. Vraiment, si vous êtes dans cette situation, vous n'avez absolument personne, vous êtes vraiment coincé, vous pouvez me contacter. Moi, avec mes contacts, je peux voir ce qu'on peut faire pour vous. Mais, je dis encore, regardez d'abord autour de vous. Regardez tel oncle, telle personne qui vivait ici à côté, qui est maintenant en Allemagne. Vous retrouvez son numéro, vous l'appelez, vous suppliez, on ne sait jamais. Vous pouvez avoir la chance, comme ça, quelqu'un vous signe la prise en charge. Parce que si vous n'avez pas de garant, votre procédure s'arrête. Et si vous n'avez pas de garant qui puisse vous aider et que vous devez trouver quelqu'un qui va le faire pour vous, croyez-moi, la personne ne demande pas. En tout cas, il y a les choses qu'on ne peut pas dire ici. Mais de toute façon, vous avez compris. C'est pour vous dire que ayez simplement votre garant. À côté de cela, la bonne nouvelle aussi, c'est que désormais, à partir de cette année, on le faisait déjà pour une autre école l'année dernière, à partir de cette année, il y a quelques rares, je dis bien très rares écoles qui acceptent la caution bancaire, comme on le fait pour la France, parce qu'en France, c'est l'AVI. Donc, il y a quelques rares écoles qui acceptent la caution bancaire. Par exemple, cette année, ULB, l'Université libre de Bruxelles, accepte la caution bancaire. Ça veut dire que si vous avez l'admission là-bas et que vous n'avez pas de garant, vous versez les 730 € dont on a parlé, x 12. Donc, vous faites 730 x 12. Vous versez dans le compte de l'université et l'université se porte garant pour vous. Et l'université va donc bloquer cet argent et vous le remboursez cela chaque mois. Donc, tous les mois, vous aurez 730 €. Tous les mois, l'université vous donne 730 €. Voilà aussi une meilleure façon d'avoir un garant. Ça, c'est un garant moral. Donc, c'est une université qui se porte garant pour vous et qui va déclarer que nous avons reçu la somme de 730 x 12 sur notre compte que nous allons reverser à l'étudiant tel
clientèle durant ses études dans notre établissement. Vous voyez que là, vous ne dépensez absolument rien parce qu'on va vous remettre votre argent tous les mois. Donc, c'est aussi une bonne nouvelle. Ça fait que postuler à l'ULB, si vous remplissez les conditions, bien évidemment, et si vous avez la chance d'être admis et que vous avez cette somme d'argent, c'est vrai que c'est quand même énorme. C'est beaucoup d'argent. Ben, vous versez et puis voilà aussi une autre manière de contenir le garant. Mais toutes les écoles n'acceptent pas ça en Belgique. Donc, rassurez-vous toujours, est-ce que l'école accepte d'être garant pour l'étudiant dans la caution bancaire ou bien le compte bloqué? Est-ce que l'école accepte? Quelques rares écoles acceptent jusqu'ici. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et je le dis encore, partagez la vidéo, likez et abonnez-vous pour ne manquer à aucune autre vidéo. Je vous remercie et bonne soirée à tous.